Ravi de vous retrouver dans notre émission Tie Break pour partir à la rencontre d'invités, de personnalités, pour découvrir leur jeu décisif. Ouais, oui, le jeu décisif, c'est ce moment où les choses basculent, où les choses peuvent basculer, des moments heureux, des moments douloureux que nous allons partager avec nos invités. J'accueille Cyril Chabagnier. Bonjour Cyril. Bonjour. Très heureux de vous accueillir Cyril. Tu es le président de la CFTC, la Confédération des travailleurs chrétiens. Oui. On ne dit pas catholique. Hein. Non, on dit chrétien. Oui. On dit chrétien. On y reviendra d'ailleurs. Merci Cyril. Alors ici, on est au Mikado. Et tu verras, à la fin de notre émission, on a un petit jeu. On jouera au Mikado, ça va nous rappeler notre enfance. On posera le jeu de Mikado, on essaiera de prendre des petites pièces. Cyril, on va partir à ta rencontre et essayer de découvrir les moments les plus forts de ta vie, les moments qui ont été des moments de bascule. Tu es né le 28 mars 1973 à Arles. Et tu es fils de commerçant d'une brasserie-restaurant au Beau-de-Provence. Moi, j'avais envie de démarrer avec ça, parce que je me suis imaginé, en préparant l'émission Tie Break, je t'ai imaginé petit, ici, là, dans les pattes de ton père et de ta mère, vivant au milieu de cette brasserie qui était un peu ton lieu de vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as commencé? Est-ce que c'est tes premiers souvenirs d'enfance, ça? Presque des premiers souvenirs, parce que mes parents ont ouvert une brasserie, j'avais 8 ans, ils l'ont ouvert en 81, mais avant d'ouvrir la brasserie, ils faisaient des extras après leur journée de travail dans des hôtels-restaurants, justement pour cumuler un petit peu d'argent et pour faire les travaux d'aménagement et pour pouvoir ouvrir leur propre commerce. Donc en fait, dès que je suis né, quasiment, le couffin était trimballé dans les hôtels-restaurants de la région. Et donc mes premiers souvenirs, c'est évidemment être au milieu des serveurs, être au milieu du bar, être dans cette vie commerçante. Et donc oui, je traînais dans les pattes de mes parents. Dès que j'ai appris à marcher, je voulais les aider à travailler. J'ai presque porté un plateau en même temps que j'ai appris à marcher. Alors je n'étais pas très efficace à cet âge-là, évidemment. Non, mais tu es là, tu vis avec eux. Mais j'étais là, je vis avec eux. Donc les premiers souvenirs, c'est plus des souvenirs dans ces commerces, dans ces hôtels-restaurants, plutôt que des souvenirs dans ma propre maison, quoi. On fera la passerelle avec tes activités de syndicaliste, parce qu'il y a le conclave qui va démarrer. Alors, conclave, ça tombe bien pour la CFTC, enfin, c'est un vilain jeu de mots, mais quand même, c'est un rapport particulier à la relation au patron, parce que ton père était patron. Oui, c'est un petit patron. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une TPE, une très petite entreprise. Donc, il y avait 2-3 salariés, mais évidemment, c'était un petit patron. Ça donne une certaine image. C'est bien, et en tout cas, c'est bien pour moi aujourd'hui d'avoir connu un petit peu les deux côtés, en fait, de la table des négociations, avoir eu le côté patronal avec tous les soucis que peuvent avoir un petit patron, parce que souvent, quand on dit le mot patron, on pense au grand patron du CAC 40, de sang, avec tout ce qu'on peut avoir derrière, mais les petits patrons qui ont que 2-3 salariés ont les mêmes galères que les salariés. Ils vivent d'ailleurs avec leurs salariés, ils partagent 8 heures par jour ou 10 heures par jour leur temps avec les salariés. Et ça crée justement une relation particulière, un contexte particulier et peut-être un regard particulier. Et ça m'a peut-être aujourd'hui permis d'avoir ce syndicalisme plutôt constructif et plutôt réformiste, à ne pas considérer le patron forcément comme le mal absolu. C'est pas ça, et heureusement. Mais ça se passe bien avec Sophie Binet quand elle sait que tu es fils de patron. J'imagine qu'elle doit te jeter des boulettes de papier pendant le conclave, non? Non, ça se passe bien, et on a franchement de bonnes relations entre tous les numéros 1, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Ouais. Et c'est important de se respecter, et surtout de faire en sorte de pas critiquer les décisions de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, certains signent des accords, certains les signent pas. Ceux qui signent pas disent pas que c'est des vendus à ceux qui ont signé, et inversement. Voilà. Après, ça nous arrive de nous titiller un peu, et nous avons fait une table ronde, parce qu'il y a quelques mois, il y a eu les élections des très petites entreprises. C'est vrai. Et à cette table ronde, elle m'a dit, par exemple, je comprends mieux certaines de tes positions parce que tu es fils de patron. Donc, de temps en temps, on me l'envoie à la figure, mais c'était d'une manière plutôt, honnêtement, plutôt sympathique et rigolote. Il y avait aucune méchanceté là-dedans, donc la relation est plutôt bonne, oui. Alors, Cyril, l'émission s'appelle Tie Break. Oui. Alors là, ça tombe à point nommé, parce que le grand public le sait peut-être pas.
tie-break fait référence évidemment au tennis. Oui. Tu as été arbitre de tennis. Est-ce que pour toi, ça a été ton jeu JE décisif, jeu de mots, puisqu'on parle aussi dans le tennis de jeux décisifs, qui sont les derniers points qu'on doit gagner pour remporter la victoire. Est-ce que ça a été un moment important dans ta vie, cette période où tu es devenu arbitre, c'est-à-dire où tu avais une responsabilité sur un court de tennis avec des joueurs professionnels? Oui, ça a été un moment incroyable. En tant que joueur de tennis, et quand on est enfant, on rêve tous de devenir champion. Bon, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Tu as été joueur, hein? J'ai été joueur, j'ai eu un classement pas trop mauvais, mais j'avais pas les capacités pour être champion. Et du coup, à travers l'arbitrage, j'ai un peu réalisé mon rêve. Je n'ai pas pu jouer en tant que joueur au tournoi de Roland-Garros ou à des grands tournois prestigieux. Mais tu y étais. Mais j'ai pu le faire en tant qu'arbitre. Donc, j'ai réalisé quelque part un petit peu un rêve de côtoyer les stars, les joueurs, les plus grands tournois, non pas en tant que joueur, mais en tant qu'arbitre. Ouais, donc c'était très important. On l'a dit, tu es dans la brasserie des Baux-de-Provence, tes parents vivent leur brasserie, puis tu dois monter à Paris. Enfin, je veux dire, quand on vient de Provence, c'est pas rien, de province et de Provence. Oui. Tu montes à Paris, et là tu découvres Roland-Garros, tu découvres les champions, tu découvres Paris. Tu as des étoiles plein les yeux. Et tu as 16 ans, hein, 16 ou 17 ans. J'ai 16 ans et c'est d'ailleurs la première fois que je monte à Paris de ma vie, c'est pour aller arbitrer Porte d'Auteuil. Porte d'Auteuil. Tu te souviens ce moment là où tu vas marcher vers la Porte d'Auteuil? Roland-Garros. Non, mais je me souviens parce que j'arrive à Paris, grâce à des amis, j'avais un hébergement qui était pas très loin d'Enfer Rochereau. Donc déjà, rien que de prendre le métro, changer 3 fois pour aller jusqu'à Porte d'Auteuil, c'était déjà pour moi tout un périple. Ouais, je suis arrivé là-bas devant. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça du jour au lendemain. Habitant les Baux-de-Provence, qui est un petit village, très bel endroit, dans lequel il y avait un beau club de tennis qui essayait de faire quelques performances. On avait une difficulté, c'est qu'il y a des personnes qui avaient de diplômes pour organiser des compétitions. Donc on m'a demandé si je voulais bien passer le diplôme pour organiser. Celui qui gère le tableau du tournoi, en fait. Ce qu'on appelle le juge-arbitre, qui organise et tout le tournoi et qui est capable de signer les résultats, etc. Donc je dis OK, je me lance là-dedans et le mari de ma prof de tennis avait été arbitre professionnel et il me dit mais ce même jour où on passe l'examen de juge-arbitre, on peut aussi passer l'examen d'arbitre de chaise. Il me dit tu veux pas le passer aussi comme tu y vas pour un, tant qu'à faire, vas-y pour les deux. Et si tu veux, je t'entraîne là-dedans. Donc j'ai dit, allez banco, quitte à en préparer un, je prépare les deux. Donc tu enquilles les deux. Donc j'enquille les 2 examens que j'ai réussi. Et puis de là, en fait, il vient m'expliquer qu'il y a des compétitions pour être le meilleur jeune arbitre du département, que ça serait intéressant de le faire. Il y a un challenge. Il y a une espèce de challenge, en fait, voilà. Et donc je fais et je gagne cette compétition départementale. En ayant gagné le département, on me dit la compétition régionale, etc. Et de fil en aiguille, je gagne cette espèce de challenge ou de compétition, et dont le gagnant avait une invitation pour aller arbitrer à Roland-Garros. Et c'est comme ça que j'y vais la première fois. Génial. Et du coup, il me donne certains diplômes sans les passer parce que par la pratique, ça se passe bien. Et c'est parti comme ça. C'est quoi? C'est de la rigueur? C'est de l'observation? Il faut que tu sois extrêmement précis sur les marques. Qu'est-ce qui fait que tu gagnes et que les autres ont perdu? Alors, le premier examen, il y a une partie technique de la réglementation, un peu comme quand on passe le permis de conduire, hein, c'est la même chose. Il faut apprendre. C'est épais, hein. C'est épais, il faut apprendre le bouquin par cœur, donc c'est la partie technique. Puis il y a la partie examen, pratique sur un cours. Et là, ce qui fait la différence, c'est peut-être sa capacité à être à l'aise, sa capacité à prendre les bonnes décisions, sa capacité à manager les juges de ligne, le fait de pas se tromper, de bien annoncer, d'avoir une voix claire, de savoir gérer les moments un peu compliqués. C'est tout ça qui est noté par des professionnels. Tu ne sais pas encore, mais c'est ce qui va préfigurer ce que tu vas devenir en tant que président de la CFTC. C'est-à-dire que tu vas passer à la télévision, tu vas devoir être clair, tu vas devoir faire des médias et venir ici, par exemple. En fait, tu as commencé à l'expérimenter déjà sur le cours. Il faut avoir une voix claire, il faut être affirmé quand même. Oui, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé pour mon poste actuel. Et c'est là où l'émission de tie-break d'ailleurs prend tout son sens. Parce que quand vous partez arbitrer à Roland-Garros, par définition, ça vous donne confiance en vous. Enfin, il faut avoir confiance en soi d'arbitrer sur un cours où il y a des milliers de spectateurs. Ça apprend à supporter la pression. Donc évidemment, dans mon poste aujourd'hui, le fait de devoir aller m'exprimer dans des salles où il y a peut-être 1000 personnes ou d'aller à la télévision, cette angoisse-là,
je l'avais moins puisque je l'avais déjà vécu. Ouais, c'est un training, hein. C'est un training que j'ai eu. Il y a le fait de savoir prendre une décision. Enfin, au bout d'un moment, quand vous avez des stars, se trancher, s'affirmer devant des stars, c'est pas évident. Donc ça vous apprend à savoir prendre des décisions. Et puis, vous savez, quand vous prenez une décision en tant qu'arbitre, le public, il n'est pas forcément très objectif. Donc, pour un peu que vous arbitrez un chouchou du public, ça pousse. Même si la balle, elle est 5 cm dehors, qui est là-haut, et que celui qui est tout à fait là-haut, qui est en train de lire un journal, qui n'a pas bien regardé, mais qui vous insulte parce que vous avez dit faute à son chouchou. Donc, cette confiance en soi, cette prise de décision, elle est très, très importante. Et puis, je termine sur ça, mais pour moi, c'est capital. Il faut à la fois apprendre la fermeté, parce qu'il faut avoir un certain charisme et se faire respecter, surtout en face de stars. Mais il faut aussi parfois apprendre à être pédagogue, à être humain, à être presque médiateur, parce qu'un joueur qui est dans une mauvaise journée, qui joue mal, qui s'énerve d'ailleurs pas après vous, qui s'énerve après lui, il faut être un peu pédagogue pour réussir à le calmer. Et donc ça vous apprend presque toutes les premières techniques à la négociation que je dois faire aujourd'hui, je trouve qu'il y a matin, midi et soir. Il y a une similitude. C'est-à-dire qu'il faut être souple. C'est une bonne préformation. Il y a quand même des bons moments, évidemment, derrière la pression, parce que le soir, les arbitres se retrouvent. Je crois que tu as même signé des autographes. Il y a même des jeunes qui sont venus te voir et tu as dit, mais j'hallucine. Pourquoi ils me demandent un autographe? Moi, j'arrive des Baux-de-Provence, je suis arbitre, tu me demandes un autographe. Et c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, mais c'était aussi… Cyril Chabagnier a signé des autographes à Roland-Garros. Oui, mais c'était aussi une autre époque où l'arbitre était très présent. C'était un poste, je dis pas que le poste n'est pas important aujourd'hui, il est toujours aussi important, mais il y avait tout un cérémonial autour de l'arbitre. On était obligé de porter blazer, cravate. Très classe. C'est très classe, c'était pas décontracté comme aujourd'hui. Et en fait, c'était encore, il y a plus de 30 ans de ça, un sport qui était considéré un petit peu comme élitiste et qui s'est beaucoup démocratisé. Sport de riche, on peut le dire. C'était un petit peu ce qui était. 89, ça a commencé à basculer, parce que c'était 89. Oui, ça a commencé à basculer, mais du coup, pour les spectateurs qui étaient sur place, c'était presque important pour eux d'avoir évidemment l'autographe des joueurs, des stars qui étaient là sur le terrain, mais avoir aussi l'autographe de l'arbitre, ça faisait presque presque la totale. C'était, on complétait parfaitement le cours, donc c'était assez rigolo quand on était parfaitement inconnu et d'arriver de sa petite campagne, de signer quelques autographes. Je l'ai pas très bien vécu d'ailleurs au tout début. Je croyais qu'on se moquait de moi. Il se fout de moi ou quoi? Puis après, j'ai compris que ça faisait partie de l'ensemble c'est l'année de la finale Lendl-Cheng avec le service à la cuillère de Cheng, qui surprend Lendl, c'est cette année-là. Alors c'est cette année-là, mais le Cheng Lendl, il se joue en quart ou en demi, c'est pas la finale. Et la finale, c'est un Lendl, non, c'est Cheng. C'est Cheng contre, je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire terrible. En revanche, mais le match qui a marqué toutes les mémoires, c'est ce quart de finale. Ils sont épuisés. Avec le service à la cuillère de Cheng. Qui a duré 4 heures. Ouais. Ce que tu n'as pas oublié non plus de ton Roland-Garros de cette année-là, c'est que le soir, vous êtes un petit peu amusé, tu as 16 ans, tu es jeune, t'es pas encore un adulte, mais tu es sorti de l'adolescence. Et là, tu vas te retrouver, et je trouve ça hallucinant, parce que moi, je l'ai vu, et que c'était peut-être la plus belle fille. Je crois que j'avais un poster dans ma chambre, la plus grande star et la plus belle. Tu te retrouves avec Gabriela Sabatini en soirée. Alors là, tu dois halluciner. Alors c'était vraiment hallucinant, mais c'est une histoire que je raconte jamais, mais que je t'ai raconté à toi, voilà. Mais en fait, de temps en temps, on avait droit un petit peu à se détendre et à sortir, parce qu'en fait, les arbitres logent parfois sur place, sur site, ou sortent un petit peu, mais c'est vrai qu'on reste un petit peu enfermé. J'avais vécu un premier conclave entre guillemets pour faire le parallèle, mais il n'y avait pas François Bayrou à ce moment-là, et donc Gabriela Sabatini, à la grande surprise, est éliminée assez tôt dans le tournoi, ce qui était un événement en soi, parce que généralement elle allait au moins jusqu'en demi-finale. Et donc c'était tellement rare qu'elle était éliminée tôt, et du coup ça lui laissait un laps de temps avant le prochain tournoi, parce que quand vous allez jusqu'à la finale ou les demi-finales, on enchaîne très vite. Exact. Quand vous êtes éliminé dès la première semaine, vous avez une semaine un peu de battement, et donc décide de faire une soirée. Alors, je ne sais pas si on peut citer, mais je vais citer, de faire une soirée, de sortir au Hard Rock Café à Paris. Et du coup, vient nous voir en nous disant, on n'était pas nombreux, les arbitres, c'est à peu près 90, ou à peu près une centaine qui sont là-bas. Et elle vous propose de venir se joindre. Et elle vient nous voir en disant, vous êtes quelques-uns à être jeunes, on devait être 5-6 à avoir moins de 20 ans. Et elle nous dit, écoutez, comme vous n'êtes pas nombreux à être jeunes et que ça ne doit pas être toujours rigolo de se retrouver avec des gens bien plus âgés,
ce soir, si vous voulez, je vous amène avec moi et on va tous dîner au Hard Rock Café. Et donc, on est partis, les 5-6 jeunes de moins de 20 ans. C'était un dîner. Arbitres, aller dîner au Hard Rock Café. Alors évidemment, quand vous arrivez avec Sabatini, vous êtes reçu comme une star. Je suis retourné la semaine d'après, personne ne m'a reconnu. Ouais, la porte était ouverte. La porte était à moitié fermée. Mais c'était une soirée juste dingue de vivre ça avec quelqu'un dont moi aussi. Elle est belle. Elle était très belle. Très belle. J'avais son poster, j'avais Gabriela Sabatini en femme et j'avais Stéphane Edberg en homme qui étaient mes 2 grandes stars. Donc c'est un moment incroyable de vivre ça. Voilà. Un souvenir que je garderai toute ma vie. Dans le tennis, la façon de jouer révèle les personnalités. Moi, je sais que tu es plutôt un service volleyeur, Edberg. Jeu d'attaque, oui. Jeu d'attaque, en 3 coups, on gagne le point. Il y a de ça en toi, et en même temps, quand on te voit, on a l'impression que tu es cool, que tu es super tranquille, et en fait, en toi, il y a un compétiteur. En toi, il y a un guerrier. C'est assez étrange. Alors, compétiteur, je l'ai toujours été, et je le suis toujours. Et en même temps, quand vous démarrez votre carrière de syndicaliste, vous faites aussi... il y a des élections dans votre entreprise. Donc, par définition, vous vous présentez à des élections. Donc, il faut être aussi un compétiteur. Après, j'avais 16 ans, donc maintenant j'ai mûri, je me suis assagi, je me suis calmé et j'ai appris la patience. Mais j'avoue qu'à cette époque-là, la patience n'était pas trop mon fort dans la vie et c'était pas trop mon fort sur un cours de tennis. Donc, j'avais plutôt envie de gagner des points assez rapidement. Donc, celui qui reste au fond du cours, qui essaye de créer la faute à l'adversaire, non, moi, c'était plutôt pas de patience et je vais gagner le point et j'attends pas la faute de l'autre, je vais le gagner moi, quoi. Voilà. Non, mais ça c'est intéressant, ça révèle une personnalité. Ça, on voit des joueurs qui préfèrent attendre que l'autre se casse la gueule, d'autres qui préfèrent marquer le point. Mais pour clore cette page tennis, parce que l'air de rien, elle a beaucoup d'importance cette page tennis, sur le stress, sur la préparation à la prise de parole, sur plein de choses. Ouais. Il y a un moment donné où il faut remonter, plutôt redescendre au bout de Provence, annoncer à ses parents qu'on s'est bien éclaté, que c'était génial, faire le bilan en quelque sorte de tout ça, puis de leur dire c'est pas mal comme vie, parce que c'est arbitre international, c'est tous les tournois du Grand Chelem, plus tous les challengers, plus tous les autres. Donc en fait, c'est une vie de saltimbanque. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, ça? Est-ce que tu t'es dit, ça peut être une option, et ce qui fait qu'on n'aurait pas été ensemble aujourd'hui, et que peut-être on se serait jamais rencontrés? Oui, ça a été une option, surtout comme me l'a proposé. En fait, quand je suis allé la première fois en 89 à Roland-Garros, il y a un classement aussi des arbitres. Parce que tout se fait, on est noté tous les jours, on est surveillé, enfin c'est quelque chose de très très sérieux. Donc j'ai la chance de finir dans les 8 premiers, je crois d'ailleurs que je finis 8e. Waouh! Et les 8 premiers étaient en fait sélectionnés pour aller faire d'autres tournois. Donc il y avait le tournoi international femmes des moins de 21 ans, il y avait la Coupe Davis à Marseille où il y avait France, États-Unis. Donc chez toi? Donc chez moi, donc je vais faire je vais participer à ces tournois-là. Donc du coup, là encore, j'obtiens des diplômes supérieurs sans passer l'examen, parce que du coup, en ayant fait tous ces tournois-là, j'avais déjà un bilan qui était supérieur à ce qu'on me demandait à cause de ces examens. Et là, on me dit, écoute, tu arrives au stade d'arbitre national, et donc après, il reste un dernier stade qui est international, où là, vous devenez professionnel, vous en faites carrière, et on me demande si je veux passer ce stade-là, passer cet examen final, et donc me lancer dans la carrière internationale. J'y ai réfléchi parce que forcément, ça vous travaille. Mais j'étais peut-être justement trop jeune. Et ça voulait dire arrêter mes études. Ça voulait dire parcourir le monde. Alors, il y a un côté sympa, mais ça veut dire... vous démarrez en janvier avec l'Australie et vous finissez à la fin de l'année. Donc, c'est un sacrifice de la vie familiale. Ça voulait dire quitter la petite copine à l'époque. Ça veut dire plus beaucoup voir ses parents. Bien sûr. Ça veut dire arrêter ses études. Et du coup, je me suis dit non, c'est pas possible, je vais d'abord sécuriser ma vie et donc je vais terminer mes études et je verrai après. Sauf que dans la vraie vie, quand vous reprenez vos études, que vous arrêtez, 4 ou 5 ans après, vous avez vos diplômes, vous cherchez un travail. J'ai eu la chance d'en trouver un assez rapidement et je suis plus reparti dans cette vie-là. Mais ça s'est joué à pas grand-chose. Je pense honnêtement que si on me propose pas ça à 18 ans, mais qu'on me le propose à 22, 20, ouais, je suis d'accord, ça part. Je pense que je la le fais, maturité est là et on se dit après tout. Je pense que je le fais, ouais. Donc ça veut dire. Mais j'ai aucun regret aujourd'hui. J'adore la vie que j'ai. Ouais, c'est ça. Mais ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à quelques années trop jeune. Là, à ce moment-là, on reprend ses études et puis tes parents poursuit, parce que je n'avais pas arrêté. Mais non, mais tes parents te disent bon, écoute,
fais-nous un diplôme, étudie quelque chose, comme beaucoup de parents finalement. Oui. Bah, écoute, passe ton bac et tu deviendras comédien après, quoi. Oui, c'est ça. C'était passe ton bac. Je devais derrière faire des études d'économie parce que j'étais passionné d'économie et de statistiques. Et donc, c'était, grosso modo, à l'époque, on appelait ça la maîtrise. Donc, va jusqu'à ton bac plus 4, bac plus 5 et tu feras après ce que tu voudras derrière. Mais il y a quand même chez toi, enfin, on se connaît sans se connaître, mais tu es quand même à la fois très brillant et performant parce que tu arrives 8e au classement des arbitres, c'est-à-dire que tu peux devenir international. J'ai bien fait de venir pour ce c'est pas mal quand même. Non, mais là, franchement, non, mais c'est vrai que j'adore cette émission. Tu vois, d'abord, c'est une excellente émission, ça, il faut le dire. C'est vrai. Et puis, c'est aussi une émission qui essaie de mettre en valeur nos invités. Mais on parle de choses sur lesquelles on ne parle jamais. Jamais. Voilà. Et qui permet aussi de tisser quelque chose et un portrait de toi qui offrira peut-être à tes amis du conclave un autre regard, parce que va savoir peut-être que la patronne de la CFDT est une passionnée de tennis, peut-être que vous allez avoir des discussions café, mais pourquoi pas mais pourquoi pas. On avait beaucoup de discussions, mais là c'était plutôt footballistique avec son prédécesseur, Laurent Berger, qui était un fan de UFC. Voilà. Moi j'étais un fan de l'OM. De l'OM, voilà. Bon, quand même, avant de basculer sur le Mikado, parce que le Mikado c'est un petit moment aussi, il y a peut-être des questions difficiles, des questions sympas. Elles sont là, mais je peux pas il y a quand même un moment un peu piège. Il y a un moment donné, c'est normal. Il faut quand même que tu trembles un peu, parce que tu résistes bien dans la pression. Je trouve que t'aimes les médias, tu aimes t'exprimer. Et je crois quand même qu'au fond de tout ça, dans ta démarche de président de syndicat, je crois que tu essaies de donner une autre image du syndicalisme. Est-ce que c'est ça, au fond, dans ce que tu es, dans ta personnalité, que tu veux transformer l'image du syndicalisme? Est-ce que c'est un peu ça aussi? Oui, le transformer en montrant que c'est une belle chose d'aller dans le syndicalisme, que c'est utile et que c'est pas et que le syndicalisme d'abord c'est pas simplement crier, brûler des pneus, c'est par le syndicalisme, par la discussion, le dialogue, par le dialogue, par la culture du compromis, on arrive à obtenir beaucoup de choses. Enfin, souvent les salariés qui n'ont pas la chance d'avoir des organisations syndicales se rendent pas forcément compte, pensent souvent que une organisation syndicale, c'est un peu comme une assurance. C'est utile quand j'ai un problème. Voilà. Mais non, c'est pas utile quand tu as un problème, c'est utile tout le temps. Ils vont négocier tes conditions de travail, on va négocier ton salaire. Alors en tout cas les augmentations générales, on va organiser le temps, le temps entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On va faire l'accord sur la mise en place du télétravail. On va faire les retraites, parce que le conclave sur les retraites, sur les tas de sujets, sur la formation professionnelle, comment on peut accompagner pour te former, te reconvertir. Donc tout ça, c'est pas du conflictuel, tout ça, c'est de la discussion pour arriver à du gagnant-gagnant. Moi, je veux vraiment convaincre les personnes que dans de bonnes discussions, si les deux sont ouverts, je veux dire, il y a pas, dans un compromis, il n'y a pas de gagnant et de perdant. On peut faire des choses qui sont bonnes de chaque côté de la table et qui profitent à tout le monde. Et Cyril, qui est-ce qui arbitre dans l'affaire? Parce que tu as failli devenir arbitre. Mais qui arbitre là? C'est François Bayrou qui va devenir l'arbitre? C'est lui qui dit faute, bonne, faute? C'est lui qui va annoncer dans les discussions interprofessionnelles et qui se jouent au niveau du ministère, c'est l'arbitre, c'est soit le ministère du Travail, soit à Matignon. Et dans l'entreprise, l'arbitre final, parce que c'est quand même lui qui a la décision finale, c'est quand même le patron. Mais on essaye de faire en sorte de travailler le mieux possible et d'obtenir les meilleures choses possibles. Et puis de temps en temps, ça va pas. Et à la CFTC comme ailleurs, quand on n'est pas respecté ou quand ça va pas, on sait aussi le dire avec fermeté. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je faisais le lien avec le tennis, ils disaient parfois... Là, tu l'as appris là. Je l'ai appris là, c'est-à-dire parfois, quand vous avez une star, être ferme en face d'une star, c'est pas aussi évident et ça doit s'apprendre. Et ça m'a appris à être ferme. Et parfois, il faut être ferme avec un ministre ou avec un patron. Et puis, de temps en temps, il faut savoir être conciliant, être dans la culture du dialogue, du compromis, être un peu pédagogue, être un peu... parfois un peu roublard même. Mais c'est de la politique aussi. C'est parce que c'est de la politique. Bien sûr. Mais ça, je l'ai aussi un petit peu appris. Tu signes des autographes encore? Parce qu'à 16 ans, tu en signais comme arbitre. Est-ce que tu en signes aujourd'hui dans la rue, là, avant de venir à la mission? On s'est dit, tiens, il y a Cyril Chabagnier, je vous connais, on signe un autographe. Oh, j'en signe pas énormément, mais j'en signe un peu. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Je vous ai vu à la télé, je trouve ça super. C'est pas trop des autographes aujourd'hui, c'est plus un selfie. Je vous ai vu à la télé, et donc un petit selfie. Un petit selfie. Donc j'ai droit. Alors souvent d'ailleurs, on sait pas tout à fait
Parce que ça vous arrive, ça, on vous identifie pas forcément pour ce que vous êtes. Donc, ça m'arrive de me dire, monsieur BFM, parce qu'on m'a vu toute la semaine sur BFM, ou monsieur CNews, ou monsieur LCI. Ah, monsieur CGT. Non, pardon, voilà, c'est CFTC. Alors ça moins souvent, mais parfois, on va dire que c'est 3/3. Un tiers de temps, on me prend bien pour le syndicaliste que je suis. Un tiers de temps, comme je m'exprime beaucoup sur des sujets politiques, on me prend pour un homme politique. Et un tiers de temps, on me prend pour un journaliste ou un chroniqueur télé. Vous êtes de quel parti déjà? Je sais plus très bien. Donc c'est assez. Ce qui me fait un peu mal des fois, c'est la semaine, il y a peut-être un mois, j'ai 3-4 jeunes de moins de 20 ans devant la gare de Lyon, parce que je retournais chez moi dans le sud. Ils disent, on peut faire un selfie parce que ma grand-mère vous écoute tout le temps, elle vous adore. Oula. Alors ça, le côté grand-mère vous adore, ça m'a quand même fait mal, mais j'ai compris que la grand-mère avait le temps de passer sa journée devant les chaînes info, donc c'est pour ça qu'elle me regardait beaucoup. Peut-être ça fait un peu mal. Peut-être une mamie qui aime la CFTC, parce que dans CFTC, il y a les travailleurs chrétiens. Oui. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est une phrase de Noblecourt, qui était le journaliste spécialiste du dialogue social dans Le Monde, qui était la star. J'ai tiré ça d'une phrase qu'il écrit. Du Monde. Ce n'est pas un partisan d'un repli identitaire sur le catholicisme traditionnel, dit-il. Ce n'est pas et il rajoute, venant de la bouche d'un syndicaliste, je ne suis même pas sûr que le futur président soit très croyant. Tiré du Monde. Alors je me dis, waouh. Donc, partant du principe que Cyril Chabagnier n'est peut-être pas complètement croyant, est-ce que Sophie Binet est marxiste? Je sais pas. Alors d'abord, même si c'était, et c'est toujours un peu la star des journalistes du social, Michel Noblecourt. Michel Noblecourt, tout ce qu'il écrit n'est pas non plus forcément parole d'évangile. Oui, mais il le reprend d'un de vos collègues. C'est-à-dire globalement, pour se le dire directement, parce que tie-break, c'est aussi cela, c'est d'essayer de descendre un tout petit peu, un peu plus profondément. Est-ce que vous êtes, excusez-moi, je mets des guillemets, le calotin Cubéni qui va à l'église tous les dimanches et qui dit je suis à la CFTC, c'est super, ou est-ce que vous portez une autre image de ce que doit être le catholicisme engagé dans le social? Est-ce que c'est ça que vous portez? Alors d'abord, on ne porte pas le catholicisme, on porte la morale sociale chrétienne, ce qui est deux choses complètement différentes. Marc Sangnier. Oui, parce que en fait, s'il faut pour comprendre la CFTC, mais je vous répondrai personnellement, mais pour comprendre la CFTC, il faut savoir que la première organisation syndicale qui s'est créée en France, c'est la CGT. Exact. Qui s'est créée. Et CGTU, parce qu'il y a une scission. Et qui s'est créée sur une philosophie révolutionnaire. Et dans mes propos, il n'y a aucun jugement. Voilà. C'est vrai. D'autres personnes se sont dit, il y a une seule organisation qui existe, on n'est pas dans cette philosophie, nous, révolutionnaire, on veut plutôt être dans la philosophie réformiste, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le constructif. Ce que vous incarnez. Ce que je pense incarner. Quand je dis vous au sens de l'identité syndicale. Et quelle est cette pensée, cette philosophie qui incarnait l'humanisme, le réformisme et la construction sociale? C'est la pensée sociale chrétienne. Qui est parfois un peu critiquée en France, qui est parfois, on voit le côté paternaliste, puis le côté curé, mais qui est vraiment pas ça. Non, dans certains pays comme l'Allemagne par exemple, les partis politiques, ils ont aucun problème pour se dire on est les démocrates chrétiens à droite, on est les sociaux chrétiens à gauche. C'est exact. Parce qu'ils se réfèrent à l'humanisme, ils se réfèrent à cette partie qui est réformiste. En fait. Donc c'est ça qu'on porte. Et donc je suis très attaché en tant que président, et tant que je le saurai, à continuer. On est la seule organisation syndicale à avoir dans le premier article de notre statut le fait de se référencer à cette morale sociale chrétienne. Mais ce n'est pas, je veux dire, la phrase d'après, c'est on est indépendant de tout parti politique et de toute religion. Donc ça, c'est la charte d'Amiens qui montre que voilà. syndicat... Et ça, c'est important parce qu'on est peut-être une des organisations syndicales dans lesquelles on a le plus de partisans d'autres confessions. Parce que normalement, on doit se retrouver dans des valeurs communes. Toutes les religions ont des valeurs communes. Donc, ils n'ont aucun problème, que ce soit des musulmans, des juifs, à venir à la CFTC. Parce qu'ils ne viennent pas rejoindre un syndicat de cathos. Ils viennent rejoindre un syndicat qui porte des valeurs humanistes et ouvertes, sociales, chrétiennes. Et au fond, donc ça, c'est important. Et donc, moi, ce que je vote politiquement ou mes convictions religieuses... Ça, je ne l'ai pas demandé. Je les garde. Si tu veux me le dire, je les garde pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va tous les dimanches à l'église, mais je suis très attaché à cette morale sociale chrétienne, ce qui n'est pas la même chose que d'être très croyant. J'ai bien entendu, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. D'ailleurs, il faut rappeler quand même juste d'un mot que la CFTC
naît d'une scission, en fait. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est la CFDT qui naît d'une et qui claque la porte de la CFTC. Parce que la CFTC est plus ancienne que la CFDT. C'est la scission de 64. 64. Donc, nous, on a plus de 100 ans. Non, mais la culture syndicale, c'est toujours intéressant de le rappeler quand on a un président de syndicat. Et si on joue au Mikado? Ah ben avec grand plaisir, ça doit faire à peu près 45 ans que je n'y ai pas joué, donc c'est... Eh ben on va jouer au Mikado. Allez, on passe au Mikado. La séquence Mikado, alors c'est très simple, parce que Cyril, tu me disais que tu n'avais pas joué au Mikado depuis 45 ans. Ouais, c'est ça. Alors, le Mikado, tu connais la règle. On pose ces petits bâtonnets. Et alors, je vais te donner la règle, elle va être relativement simple. L'idée, tout le monde connaît, c'est prendre un bâtonnet sans faire bouger la structure. C'est un peu notre vie, en fait. Il y a des moments où tu fais bouger, et il y a des moments où ça ne bouge pas. Si tu le récupères en ne faisant pas bouger la structure, tu auras une question cool. Et oui, et par contre, si tu, évidemment, récupères en faisant bouger la structure, tu pourras rejouer seulement si tu réponds à une question pas cool. Je te laisse peut-être te concentrer parce que c'est quand même pas... ça faisait combien de temps? Tu y jouais quand tu étais petit, peut-être? Ouais, j'aimais beaucoup ça, mais honnêtement, j'ai pas dû y jouer. Je devais avoir peut-être 10 ans maximum quand j'ai joué, donc ça fait une bonne quarantaine d'années. Génial. Je te laisse te concentrer, tu peux jouer. Après, je peux aussi faire exprès de bouger si je veux une question pas cool. Non, oui, alors je sais pas, si t'es maso, tu peux, parce que les questions sont vraiment pas cool, Cyril. Sont vraiment pas cool. Non, pas cool du tout. Je peux un peu me lever. Mais tu peux te lever, tu peux te concentrer, tu peux... C'est pas rien, Cyril Chabagnier en train de préparer une stratégie Mikado. Attention, c'est un... Alors en plus, c'est tourné le matin, donc je suis plus réveillé l'après-midi que le matin, toujours. Attention, parce que Cyril Chabagnier, on voit que c'est un compétiteur, il rigole pas. Non, là, c'est hyper sérieux. Bon. Il y a des caméras. Je crois que ça a un peu bougé, je suis honnête. Je crois que j'ai un peu raté mon coup, mais bon. Donc c'est parce que moi j'ai rien vu bouger. Je crois que j'ai bougé. Est-ce qu'on fait une vérification caméra? Est-ce qu'on demande l'arbitrage vidéo? La goal line. La goal line peut-être parce que j'ai vu, j'ai un peu bougé. J'ai un peu tremblé à la fin. Ouais. Cyril, je prends ma feuille question pas cool. Aïe. Est-ce que Sophie Binet t'exaspère? Mais ça fait la deuxième question sur Sophie Binet. Non, elle ne m'exaspère pas, elle est dans son rôle. En même temps, on n'a pas de surprise. Ce qui pourrait m'exaspérer, c'est d'avoir des personnes dont j'attends quelque chose et puis j'ai un discours qui est tout à fait autre. Donc ça pourrait m'exaspérer. Là, j'ai pas de surprise sur les positions qu'elle prend. Ouais. J'ai pas de surprise sur pourtant, la façon cadre à l'origine, Sophie Binet, elle pourrait avoir une posture un peu plus ouverte. Elle vient pas du milieu ouvrier révolutionnaire de la CGT. Elle est cadre. Après, il faut gérer son organisation. Je sens bien qu'elle t'exaspère. Il faut gérer son organisation syndicale. Non, mais je réponds franchement. Je suis pas exaspéré parce que depuis un certain temps, ce qui n'était pas toujours le cas il y a des années antérieures, il y a du respect entre tous les numéros 1. Comme je dis, on est en désaccord, mais on se parle, on se réunit au moins une fois par mois. Parce qu'il n'y a pas on toujours se parle été le cas. Et on se respecte. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, mais on ne va pas critiquer l'autre. Donc ça, s'il y avait le fait de dire, je sais pas moi, la CFTC a signé tel accord que la CGT n'a pas signé, et ce sont des imbéciles ou des cons parce qu'ils l'ont signé, ça m'exaspérerait. Mais c'est pas le cas. Voilà. Et après, donc ça se passe bien que Sophie Binet. Donc ça se passe bien. Okay. Et sur les positions. Oui, les positions, des fois, je les comprends pas ou elles peuvent m'exaspérer, certaines positions. Mais ce sont tellement des positions classiques que je n'ai aucune surprise. Donc, on ne peut pas être exaspéré quand on n'est pas surpris. Je veux le dire comme ça, en fait. Est-ce que tu veux rejouer? Moi, j'en vois un. Je ne veux pas te guider, je ne veux pas te donner des conseils parce que sinon je triche, mais il y en a un qui est quand même très, très jouable pour une question cool. Ah, il y en a un qui est très jouable pour la question cool. C'est celui-là que j'ai vu tout de suite. Cyril a un petit niveau. Il n'est pas bon qu'en tennis. Hein. Il est aussi très, très bon en. Question très simple. Pourquoi tu ne supportes pas le PSG et que tu supportes l'OM? On a compris que tu venais des Hauts-de-Provence. Pourtant, l'OM, c'est une équipe qui n'est pas terrible. Alors, je supporte l'OM parce que, d'abord, je viens du 13 et que chez nous, l'OM, c'est pas un club, c'est pas un sport, c'est une religion. Et c'est le patron de la CFTC qui le dit. Voilà. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que la question, est-ce que tu es croyant en l'OM? Je suis croyant pratiquant. Je pourrais le répondre comme ça. À ce point-là. Ah oui, je suis vraiment très fan. C'est-à-dire que je rate pas un match au moins à la télé. Ah ouais. Oui, très fan. C'est toute mon enfance. C'est le plus beau public
de France, d'Europe, voire du monde. C'est le plus beau stade. C'est vrai. C'est la seule équipe qui a gagné la Ligue des Champions, à jamais les premiers. Et maintenant, je vis autant à Paris que dans le Sud, mais je resterai OM toujours. Et je vais dire quelque chose, c'est que non seulement je reste très OM, mais je reste un peu anti-PSG quand même. J'arrive pas. Tu sais que tu prends des risques énormes là. Tu sais que tu étais au je Mikado, prends des risques énormes, mais je fais un travail fort sur ça. Et je commence à essayer de plus être joyeux ou de plus faire la fête quand ils perdent en Ligue des Champions. Vous voyez, je fais un travail sur moi-même, donc c'est pas mal déjà, c'est bien. T'as vu, c'était des questions cool. Hein. On n'est pas rentré encore dans les questions pas cool. Enfin, la première était pas cool. À Paris, me dire pourquoi tu supportes un club pas bien, Marseille, c'était déjà une question moyenne. Allez, un dernier. Oui, parce que quand même, dernier, je trouve qu'il joue pas mal. Hein, il joue pas mal. Un petit dernier. Je prends pas celui-là qui est hyper facile. J'en prends un où il y a un peu de difficulté quand même côté challenge. Oh putain, il refait une question cool. Question cool, Cyril. Concrètement, quel était le moment le plus difficile dans ta carrière de syndicaliste? C'est une bonne question. Quel était le moment le plus difficile? En fait, c'est de gérer l'interne. Gérer ta boîte, en fait. C'est gérer un peu comme une boîte, en fait. Hein. C'est souvent on me dit mais c'est compliqué. Tu dois aller à la télé, c'est compliqué d'aller négocier avec un ministre, c'est compliqué d'aller faire des auditions à l'Assemblée, c'est compliqué. Non, ça a l'air de te plaire. Enfin, ça a l'air de te. En fait, c'est pas le plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que c'est 150 000 personnes la CFTC avec des gens d'horizons différents, très divers, des gens qui pensent différemment. Moi, j'ai la grande chance et je le dis souvent parce que à la fois c'est ce qui me plaît énormément et à la fois c'est ce qui rend les choses les plus compliquées. La CFTC est un syndicat qui est ouvert. Et donc, comme il est ouvert, on a des gens qui votent de manière très différente, on a des gens qui pensent de manière très différente, qui se retrouvent autour de valeurs. Mais comme ils pensent de manière très différente et qu'ils ont des positions, ben forcément, pour sortir une position nationale, c'est compliqué. C'est des débats qui sont passionnants et vifs, parce que moi, honnêtement, avoir 150 000 personnes qui pensent tous pareil, qui s'habillent tous pareil et qui mangent tous pareil, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est passionnant, c'est cette richesse. Ce qui est passionnant, c'est cette fameuse, quand on dit souvent il y a une pensée unique, moi je déteste la pensée unique, et donc je suis très heureux d'avoir des gens qui ont des positions différentes. Mais ça, il faut le gérer, puis il faut gérer les égos, il faut gérer ces structures, ces fédérations, ces régions. Et souvent on se dit, mais t'es le patron, c'est ce qu'il y a de plus simple. Non, je suis peut-être le patron, mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Mais aussi passionnant. Mais tu as des moments de solitude? Des moments, là, dans ta fonction, est-ce qu'il y a des moments de solitude où il y a des moments de solitude parce que je prends serait-ce que la journée d'hier. J'avais la chance hier d'avoir une journée avec un planning plutôt tranquille. Bon, plutôt tranquille, il est arrivé trois big problèmes dans la journée. Et c'est des problèmes que vous devez gérer, sur lesquels vous devez prendre une décision qui n'est pas facile. Et comme c'est des décisions urgentes à prendre, vous ne pouvez pas convoquer 30 personnes pour la prendre avec vous. C'est le président qui la prend. C'est le président qui doit la prendre, alors avec son entourage proche, mais il y aura 2-3 personnes. Et c'est des moments un peu de solitude. Oui, difficile. Voilà, c'est des moments qui sont. Il faut trancher, c'est l'arbitre là. Il faut trancher. C'est faute, la balle est bonne ou la balle est faute. Il faut trancher. Et la plupart du temps, quand vous vivez des moments qui sont difficiles, il faut trancher en sachant que quand vous allez trancher, vous allez forcément faire une ou deux personnes qui ne seront pas contentes, voilà. Bien sûr. Ça fait jamais plaisir de pas faire plaisir. Mais un chef comme disait Chirac, c'est fait pour chefer quand même. Mais un chef, c'est fait aussi de temps en temps pour. Moi, j'essaie vraiment de prendre le maximum de décisions en collégial avec mes instances, mais des fois, que ce soit sur des problèmes ou que ce soit sur des décisions au gouvernement, quand vous avez un coup de fil de la ministre en disant il y a tel truc et c'est oui, c'est non, mais c'est dans 1 heure. Eh ben c'est vous et les gens qui vous élisent, ils vous élisent aussi pour partager le pouvoir avec eux, pour partager ce pouvoir de décision avec eux, mais ils vous élisent aussi de temps en temps pour prendre la décision. Et puis je fais ça pour avoir une dernière question difficile, comme ça fera 2-2. Il est génial, il est joueur, hein. Ça fera équilibrer 2 faciles, 2 difficiles. Vous voyez, je suis vraiment dans l'équilibre. Tu aimes le jeu, aimes le jeu. Ça remonte à mais quand? plus sur Sophie Binet, hein, on est d'accord. Sophie Binet, on la met de côté, Merci. On a compris qu'elle t'exaspérait. Non, c'est pas vrai. Tu l'as quasiment clairement dit. Incroyable. J'ai pas voulu aller te chercher là-dessus, mais on a senti. Dès que ça va être diffusé, je vais avoir un coup de fil de Sophie. Mais on salue d'ailleurs Sophie Binet, qui peut-être un jour viendra ici dans Tie Break nous révéler qu'elle est fan de tennis ou de paddle ou de water polo. Une question personnelle. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dansé dans une discothèque?
Combien de temps que je n'ai pas dansé dans une discothèque? Depuis Sabatini? Non. J'aimais, mais il y a une vingtaine d'années à peu près, ça doit faire à peu près 15-20 ans que je n'ai pas dansé dans une discothèque. Parce qu'à Paris, il y avait plein d'endroits fort sympathiques où on pouvait à la fois dîner, un petit peu comme ici, et aller danser, dans un dancing, comme on disait. Dans un dancing un petit peu réservé. Donc il y avait le Zebra Square dans le 15e, à côté de la maison de la radio, qui était formidable. Il y avait avenue de Matignon, donc j'ai oublié le nom. Monsieur Cyril a fait la fête. Le Bouddha Bar. Le Bouddha Bar, oui. Donc il y a des plein de lieux comme ça dans lesquels j'adorais, mais ils ont quasiment tous fermés il y a une 10-15 d'années, quoi. Donc du coup. Mais fêtard ou épicurien? Ou épicurien et fêtard? Parce que là, les lieux dont tu me parles, c'est des lieux un peu de fête, hein, c'est des lieux un peu chics et un peu branchés. Épicurien et fêtard, et en plus, quand vous arrivez de votre province et de votre Provence, que vous découvrez de Paris, la brasserie de ses parents, puisqu'il y a quand même la cuisine. Vous découvrez Paris avec des endroits mythiques. Voilà, je me rappelle aussi, je l'ai beaucoup dansé à la Suite à l'époque, tenu par les Guetta, enfin voilà. Tout à fait. Et dîner, manger, voilà. Et donc, donc c'était une bonne question, ça. Oui, donc on a envie, enfin en fait, grosso modo, je connaissais pas grand-chose dans cette vie-là, donc on a envie de le découvrir. Donc j'avoue que je suis arrivé à Paris, j'avais une vingtaine d'années, et de mes 22 à mes 35 ans, j'ai bien fait la fête, parce que j'avais pas encore de responsabilité nationale. Et puis après, j'ai vieilli, et ces endroits, c'était un peu moins pour moi. Et pas d'enfant, Cyril? Et alors, j'ai pas d'enfant biologique, mais je suis marié avec une femme qui a 2 enfants. Et donc, du coup, j'ai 2 enfants qui sont les miens. Qui sont les miens. Oui, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lien biologique que j'aime autant que si c'était le lien biologique, que je m'occupe, que j'essaie d'accompagner, que j'essaie de gronder comme un papa pourrait le faire de temps en temps. Donc aussi papa, Cyril papa, pas qu'arbitre et président. Cyril papa, et c'est une expérience aussi magnifique d'être papa, d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes devoirs, les mêmes obligations. Et de prendre ça autant à cœur quand il n'y a pas le lien biologique. C'est fort. Et moi, c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie, c'est d'être papa sans le lien biologique. J'en suis autant épanoui. Et qu'il t'appelle papa. Et qu'il m'appelle Papou, pour être tout à fait exact. Papou. Voilà. C'est génial. Mais là, on va s'arrêter parce que je vais raconter toute ma vie. Non, parce que là, je vois dans tes yeux, là tu es en train de... Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion, parce que c'est essentiel pour toi. Mais quand vous n'êtes pas le père biologique, c'est ton centre de gravité. Quand vous n'êtes pas le père biologique, et que les enfants, eux, parce que quand vous mettez avec une compagne, c'est le choix de la mère, voilà. Mais quand les enfants, eux, l'acceptent, et plus que l'accepter, vous considèrent comme leur père, ou en tout cas vous appellent, parce qu'ils ont aussi un père biologique, mais qui vous appelle Papou, c'est quand même très fort d'avoir ce lien. C'est très très fort. Donc j'en suis très heureux. Ils ont quel âge, sans indiscrétion? Ils sont grands, autour de la 30aine d'années. Et ils t'appellent Papou? Et ils m'appellent Papou. C'est génial. Mais il n'y a pas d'âge pour. Il n'y a pas d'âge pour se faire appeler Papou. Je pense que tes enfants doivent avoir des petits mots mignons avec toi. Oui, voilà. mais ils m'appellent Papa. Et Papou, non, pas Papou. Ils m'appellent Papa. Mais c'est émouvant de. Mais c'est aussi parce qu'il y a un papa, donc il faut un autre nom aussi. Voilà. C'est ça. Non, Papounet. Effectivement, il y a du Papounet. Alors le Papounet, nous, on appelle comme ça les papas dans le sud, dans le 13. Voilà, moi je ne suis pas du 13, mais Papounet. Il faut bien que tu aies un petit défaut ou deux. Tu ne peux pas être parfait non plus. Alors effectivement, je viens du plus beau département de France que tu auras deviné, qui est le Loiret, 45, et c'est considéré comme ça le me plus serait beau pas venu spontanément, mais toi qui défends le web et les Beaux-de-Provence, c'est sûr que c'est sûr que Orléans est quand même plus beau que les Beaux-de-Provence. J'en suis pas certain, c'est quand même classé dans les plus beaux villages de France. J'ai quand même du mal à vendre mon Orléans quand même. Ouais, tu auras du mal. Là, sur, est-ce que c'est fini? On arrête pour le Mikado? C'est toi le patron dans cette émission. Mais le président, c'est toi quand même ici. Hein. C'est toi notre invité. Merci pour cette séquence Mikado. Merci pour ce moment aussi. Tu as ouvert et un peu fendu ton armure parce qu'on te découvre autrement. On va terminer notre émission par l'objet ou le lieu qui t'incarne le plus, le lieu où tu te ressources, le lieu où tu vas puiser ton énergie lorsque tu as des moments de creux, des moments de doute. C'est notre séquence. Le lieu d'une vie, c'est tout de suite. Le lieu d'une vie, l'objet, qui est un mantra pour tous nos invités qu'ils apportent. Alors là, Cyril, tu n'es pas venu avec un objet particulier, tu es venu avec dans ta tête, et on le verra peut-être en photo, mais avec un lieu. Je me suis laissé dire que c'était le moment où tu
tu animais tes CSE à la CFTC et que tu négociais avec tes salariés. Est-ce que c'est ça le lieu emblématique pour toi, président de la CFTC? Parce qu'on ne le sait pas, mais à l'intérieur de la CFTC, il y a un CSE, où il y a des syndicalistes qui te challengent et qui te disent « Ah mais attendez, il y a un problème, c'est que mon temps de travail n'a pas été respecté. » Est-ce que c'est le lieu où tu te ressources? Est-ce que c'est un moment, l'air de rien, où tu dis « J'exerce ma fonction de président à 100%? » C'est pas le lieu où je me ressource parce que il y a des échanges parfois qui peuvent être vifs. Non mais c'est l'arroseur arrosé quand même le CSE. Mais c'est l'arroseur arrosé parce que quand je suis devenu président de cette confédération, la confédération c'est à 80 salariés, donc qui dit 80 salariés, vous savez qu'il y a obligation à plus de 11 d'avoir un CSE. Donc je me suis retrouvé avec un CSE, avec un délégué syndical. Alors je vous avoue que ça a vite été délégué à mon secrétaire général qui gère plutôt l'interne et c'est lui qui fait le CSE. Mais j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je me suis quand même évidemment rendu au premier CSE lorsque j'ai été élu président et je me rappelle, je rentre dans la salle de discussion et de négociation et il y avait ma directrice de ressources humaines qui était là et par habitude, je suis allé m'installer en face d'elle parce que pendant 20 ans, j'ai été délégué syndical. Face au DRH. Face au DRH et donc je vais m'asseoir en face d'elle et là j'ai la DRH qui me dit « Monsieur le Président, excusez-moi, mais je crois que votre place, c'est à côté de moi. » Et je fais, ah bah oui, c'est moi qui je suis le patron préside. là, c'est moi qui préside. C'est moi qui suis le patron et c'est plus moi qui suis le délégué syndical. Donc mais c'est par contre une expérience, moi je conseillerais presque à tous les syndicalistes et à tous les patrons d'avoir fait dans leur vie les deux côtés de la table parce que ça vous apprend beaucoup de choses. Donc c'est une richesse. Mais personne n'imagine que dans une organisation syndicale, vu qu'on a des salariés, on a un délégué syndical, on a un CSE avec des élus, on a des élections et on a des négociations. Comme une entreprise. Comme une entreprise lambda, même si on a la chance d'avoir que des CFTC, pas d'autres organisations syndicales, mais qu'ils soient CFTC ou pas, quand ils défendent leur temps de travail, leurs conditions, leur salaire, ils sont… leur QVCT, j'en passe, c'est les meilleurs. Ils ont des revendications tout à fait légitimes et ils défendent leur beefsteak, comme on dit, et ils ont tout à fait raison. C'était évidemment un trait d'humour d'imaginer que le lieu du CSE en égo était le lieu de ressourcement. Moi, j'imagine Cyril qui prend sa valise, qui la tire gare de Lyon, et que quand il commence à arriver, passer à Avignon… Je m'arrête à Avignon TGV. Là, le soleil est là. On descend sur cette gare qui est un peu étrange, d'ailleurs, qui est une sorte de no man's land, avec cette gare moderne, c'est ça? On entend les cigales. On entend les cigales. Est-ce que là, tu commences déjà à te transfigurer? C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de te perdre ta peau de président de CFTC pour revenir le Cyril Chabagnier est-ce que c'est déjà le début de ta transfiguration? C'est complètement ça. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, quand je fais travailler à Paris et d'essayer de rentrer chez moi le plus souvent possible, même si malheureusement c'est pas tous les week-ends, mais qui me disaient faire ces allers-retours. Ah, c'est pas tous les week-ends? Pas tous les week-ends, mais j'essaie quand même de le faire au moins, j'essaie de faire 2 sur 3, quoi. Voilà, je veux dire, c'est plutôt comme ça. Et souvent, on me disait, ces allers-retours en TGV, ça va rapidement te gonfler. Excuse-moi, il n'y a pas d'autre terme. Mais en fait, dès que j'arrive à Avignon au TGV, il y a tout qui change. L'air est différent, j'ai le soleil, j'ai la luminosité, j'ai la pêche qui est revenue. Je veux dire une chose, c'est que même si à Paris, ça fait longtemps maintenant que je travaille sur Paris la semaine, et donc j'ai perdu un peu l'accent du Sud, je sors du TGV, il revient. La voix n'est plus la même. C'est-à-dire que l'accent du Sud est vachement plus prononcé. Ça, c'est intéressant, ça. Tout revient. Et donc, le fait justement de plus être dans la même ville entre mon activité professionnelle et ma vie personnelle, ça me permet de fermer le rideau du côté président confédéral et de retrouver le Cyril Chabagnier de la vie de tous les jours, même si le téléphone, le week-end, sonne très régulièrement. Tu travailles aussi le week-end. Mais oui, ça change tout. Ah oui. Dès que je descends du TGV. Tu nous dis un truc intéressant parce que je reviens au Cyril de 16 ans qui monte à Paris pour aller rencontrer le stade de Roland-Garros. C'est beaucoup de gens du Sud qui cachent leur accent. C'est-à-dire qu'ils font gaffe, qu'ils font attention parce qu'on sent que tu l'as mais que tu le canalises. Et puis tu t'autorises à l'avoir quand tu reviens chez toi. C'est quoi? On est un peu gêné quand tu as cet accent du Sud? Alors pas du tout. Moi j'en suis extrêmement fier. J'en ai même beaucoup joué, y compris à la télé au tout début où j'étais président. C'est le fait simplement d'être 5-6 jours, parfois 15 jours sur Paris pendant des années. Avec l'accent pointu, quoi. Que l'accent part un petit peu parce qu'en face de moi j'ai que des personnes qui ont l'accent pointu et qui ont pas cet accent du Sud, mais ça n'a pas été une volonté et au contraire j'ai plutôt je râle parfois quand on me dit on le sent, on l'entend, mais
Mais plus comme avant. Presque ça m'énerve. Donc dès qu'on me dit ça, je dis quoi, c'est pas possible, quoi. À l'OM, quoi, version quoi, j'ai plus l'accent. Mais si, j'ai l'accent. Donc j'en suis extrêmement fier. C'est Fernandel qui disait que l'une de ses plus grandes fiertés était son accent. Et donc c'est l'une de mes plus grandes fiertés aussi. Sa marque de fabrique. Oui. Avant de nous quitter, l'ultime lieu dans lequel tu te ressources, le moment où tu as besoin de, certains c'est un stade, d'autres c'est un chemin de forêt, d'autres c'est grimper une montagne. C'est quoi le lieu où tu te ressources? Alors, je vais dire un lieu et un moment, si tu me permets. Le lieu vraiment où je me ressource, et j'ai la chance d'avoir des oliviers qui m'ont été transmis d'héritages familiaux. Et donc, vraiment, l'endroit où je me sens le plus calme, où je me ressource, où je fais le vide, c'est aller dans mon champ d'oliviers, regarder si tout se passe bien, tailler un petit peu les arbres, voir si les olives n'ont pas de maladie et poussent bien. Voilà, être dans un moment en pleine campagne, dans un champ d'oliviers, avec ce calme, avec cette petite brise, avec cette odeur d'olive que je ramasse d'ailleurs moi-même et sur lequel je fais ma propre huile d'olive. Génial. Donc ça c'est le moment vraiment où je pense plus à rien et où je me ressource. Là, tu te vides le cerveau là. Je me vide le cerveau et puis on est en pleine nature, je respire. C'est des moments où je sors un peu parce que je passe le temps un peu dans les bureaux, dans les bureaux, dans les lieux, toujours un peu enfermé. Tu te reconnectes quoi. Je me reconnecte, je respire. Donc ça c'est le moment vraiment où je déconnecte et ça, c'est formidable. Et puis après, il y a un moment que j'adore ou que j'aime bien, c'est tout simplement soit me retrouver avec un petit pastis quand c'est l'été ou un petit mojito avec un bon cigare sur un transat, la mauresque ou un mojito, voilà, mauresque ou mojito avec un bon cigare sur un fauteuil à l'extérieur. C'est des petits moments aussi où… À toi. À moi, rien qu'à toi, où je me prends 1 heure de temps. Alors je le fais vraiment pas souvent, ça doit être 5, 6, peut-être 3-4 fois dans l'année, mais un petit cigare dans le jardin avec une petite mauresque ou un petit mojito, 1 heure tranquille où j'éteins le téléphone. Et la vie passe au-dessus tranquille. Voilà, c'est en plus le cigare c'est 1 heure, ça vous laisse 1 heure. C'est méditatif le cigare. C'est voilà, exactement. Ouais, donc ça, c'est le petit kiff perso. Et puis après, le moment vraiment de respiration, de détente, de vidage, où je me vide la tête, c'est au milieu des oliviers. Tu vas faire une belle récolte, là, ça commence à venir. On sent là déjà que ça… Ah non, là, on ne peut pas le savoir. C'est les nouvelles pousses, ça arrive là début avril. Et les fleurs sont au mois de juin. Donc c'est à partir du mois de juin qu'on sait si la récolte va être pas trop mauvaise. On ramasse quand en septembre? On ramasse fin octobre. Fin octobre. Ah oui, donc c'est un ramassage… On peut ramasser début septembre celles qu'on mange, mais pour l'huile, on les ramasse fin octobre, début novembre. Olives vertes. C'est les mêmes olives, olives vertes et noires. C'est juste qu'elles sont plus ou moins mûres. Voilà. Il n'y a pas 2 types d'olives. Mais voilà. Et moi, je ne fais que de l'huile d'olive verte. C'est parce que je viens d'Orléans. Moi, je n'ai pas cette culture du Sud. Cyril, merci. Merci beaucoup. C'est un vrai moment de partage. Vraiment, c'est un vrai moment de plaisir de partager cette heure avec toi. Merci d'être venu. Tu nous mets en confiance et tu sais, et du coup, on se livre peut-être trop, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Merci de t'être prêté au jeu. J'ai envie de t'appeler Papou et presque de t'embrasser, mais juste te serrer la main. Merci Cyril. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de suivre Tie Break évidemment, pour prendre le temps aussi de partir à la rencontre de personnalités. Je vous dis à très bientôt, émission diffusée sur notre chaîne YouTube Kali, évidemment sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, évidemment, pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette sublime émission. Puis merci au Mikado, ce lieu magique dans lequel nous enregistrons cette émission, qui est un lieu qui se trouve boulevard Rochechouart et dans lequel vous pouvez venir danser. Cyril, il sera peut-être là, je ne sais pas. Je vous dis à bientôt. Ça me donne envie. Ah voilà, Cyril sera peut-être là. Bye bye.